Manon Dubois faisait la queue à la caisse d'un petit casino, comptant et recomptant les quelques billets froissés dans sa main, réalisant avec une angoisse grandissante qu'il lui manquait près de 5 € pour le lait maternisé de sa fille. Tandis que des murmures réprobateurs fusaient parmi les inconnus qui l'entouraient, commentant à voix basse les mères incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants, un homme impeccablement vêtu d'un costume coûteux, 3 clients derrière elle, la fixait avec une expression indéchiffrable. Ni l'un ni l'autre ne se doutait que cet instant de gêne intense à une caisse de supermarché était sur le point de révéler un lien improbable entre eux, un lien si profond et si complexe qu'il les forcerait tous deux à se demander si leur rencontre était véritablement le fruit du hasard. Les néons blafards du petit casino grésillaient au-dessus de leur tête, projetant une lumière crue et impitoyable sur les files de clients qui poussaient leurs chariots dans la cohue d'un samedi après-midi. Manon était la 7e dans la file. Son cœur battait à grands coups sourds dans sa poitrine tandis qu'elle serrait une grande boîte de lait maternisé contre elle. À 29 ans, elle avait appris à maîtriser l'art de l'impassibilité, à afficher un masque de calme même lorsque la panique hurlait à l'intérieur de son crâne. Sa fille, Chloé, âgée de seulement 2 ans, se tortillait dans le creux de son bras gauche, ses petits doigts agrippés au tissu usé du vieux manteau de sa mère. Manon la remonta plus haut, sentant une douleur fulgurante dans son épaule, souvenir tenace de son service de nuit de la veille. La petite toussautait, un son rauque qui déchirait sa petite poitrine, et Manon la berça doucement, lui murmurant des paroles rassurantes, lui promettant que tout irait bien. Mais alors que son regard suivait les gestes mécaniques de la caissière qui encaissait le client précédent, elle sortit une nouvelle fois les billets chiffonnés de sa poche. 2 billets de 20 €, un de 10, 3 pièces de 2 €, et une poignée de menue monnaie qui semblait avoir survécu à une guerre. Elle refit le calcul. Ses doigts tremblaient légèrement. Le total affiché sur la petite pancarte était de 34,50 €. Elle avait 29,85 €. L'équation ne fonctionnait pas, peu importe combien de fois elle la retournait dans sa tête. Sa poitrine se serra alors que la file avançait inexorablement, la rapprochant de ce moment d'humiliation qu'elle avait déjà connu bien trop souvent. Au suivant, lança Sandrine, la caissière. Sa voix était monocorde, empreinte d'une lassitude profonde, celle d'une personne qui est debout depuis des heures. Manon s'avança, posant la boîte de lait sur le tapis roulant comme si elle était faite du verre le plus fragile. Elle hissa Chloé sur sa hanche, essayant de réajuster le petit anorak de sa fille. Chloé laissa échapper une nouvelle quinte de toux, un son sec qui résonna dans le petit corps de Manon, lui tordant le cœur. Cette toux n'avait fait qu'empirer toute la semaine. La caissière, une femme d'âge mûr aux cheveux tirés en un chignon fatigué, scanna la boîte. Le bip de la machine retentit. 34,50 €, annonça-t-elle, son regard déjà fixé sur le client suivant. Manon déglutit difficilement. Sa bouche était soudainement sèche comme du papier de verre. Elle étala ses billets et ses pièces sur le comptoir, les arrangeant méticuleusement. « Je suis désolée, dit-elle à voix basse, à peine audible. Je n'ai pas assez. Je pensais que ça irait, mais... » L'expression de la caissière ne changea pas, mais elle laissa échapper un soupir à peine perceptible. « Vous avez combien ? » 29,85. Il me manque presque 5 €. La caissière hocha la tête, et Manon sentit ses joues s'empourprer de honte. Elle sentait les regards pesant dans son dos, le poids du jugement d'inconnu qui ne savait rien de sa vie. « C'est bon. Je vais le laisser. » Sa voix tremblait, malgré tous ses efforts pour rester stoïque. Derrière elle, une voix aiguë et glaciale s'éleva. « Il y a des gens qui ne devraient pas faire d'enfants s'ils ne peuvent pas s'en occuper. » Une autre voix, un peu plus douce mais tout aussi cinglante, enchaîna. « C'est ce qui arrive quand on ne planifie rien. » Manon garda les yeux baissés, ses doigts crispés sur la boîte de lait. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer. Elle avait appris il y a longtemps que les larmes ne faisaient que conforter les gens dans leur certitude d'avoir raison à votre sujet. Baisse la tête. Survis à cet instant. C'est tout ce que tu as à faire. 3 personnes derrière elle se tenaient Nicolas Lefebvre, un homme vêtu d'un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Manon. Sa fille de 6 ans, Léa, lui tenait la main, serrant un petit lapin en peluche contre son manteau rose. Nicolas parcourait distraitement les messages sur son téléphone jusqu'à ce que la voix d'une femme coupe le fil de sa distraction. Il leva les yeux, observant la scène avec une irritation croissante. La jeune femme à la caisse faisait de son mieux pour conserver sa dignité, ses épaules droites même si ses mains tremblaient. L'enfant dans ses bras toussa de nouveau,
et il y avait quelque chose dans ce son qui tordit l'estomac de Nicolas. Il avait déjà entendu cette toux. Sa défunte épouse, Nathalie, toussait comme ça quand la maladie avait commencé. Léa tira sur sa manche. « Papa, pourquoi la dame est triste ?»« Chut, ma chérie, » murmura Nicolas, mais ses yeux restaient fixés sur la scène. Manon attrapa la boîte de lait, sur le point de la rendre à la caissière, quand Nicolas se retrouva à faire un pas en avant. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Je vais couvrir la différence. » Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Manon se figea, ses yeux s'écarquillant en voyant cet étranger élégant. Un éclair d'espoir traversa son visage avant que son orgueil ne s'abatte comme une porte d'acier. « Je vous remercie, » dit-elle prudemment, sa voix égale malgré le tourbillon d'émotion en elle. « Mais non, je ne peux pas accepter. »« Ce n'est que quelques euros, » insista doucement Nicolas, sa main déjà dans son portefeuille. « S'il vous plaît, laissez-moi aider. » Manon serra la mâchoire. Elle voyait comment il l'apercevait, un objet de charité, une cause à sauver. Elle avait passé sa vie à lutter contre ce récit. « J'apprécie l'offre, mais je peux me débrouiller. » Sa voix était maintenant tranchante. La gêne se mêlait à la frustration. La caissière les regardait, mal à l'aise. « Mademoiselle, si le monsieur veut. » J'ai dit non. Manon repoussa la boîte sur le comptoir. Désolé pour le dérangement. Elle se tourna et, avec Chloé toujours sur sa hanche, quitta la caisse, la tête haute. Ses jambes menaçaient de se dérober, mais elle continua, se faufilant entre les rayons vers la sortie. Derrière elle, les murmures reprirent. Nicolas resta là, portefeuille à la main, avec le sentiment d'avoir empiré les choses. Léa le regardait, ses grands yeux bleus perplexes. « Pourquoi elle n'a pas voulu que tu l'aides, papa ?» demanda-t-elle alors qu'ils chargeaient leur course quelques minutes plus tard. Nicolas chercha une réponse qu'une enfant de 6 ans pourrait comprendre. Parfois, les gens ont besoin de se sentir forts, Léa. Et parfois, l'aide peut donner l'impression d'être faible. Dehors, l'air de fin d'après-midi était glacial. Manon se tenait sous un lampadaire vacillant près de l'arrêt de bus. Berçant doucement Chloé dont la toux s'intensifiait, elle jeta un œil à son téléphone. Le bus avait 20 minutes de retard. 20 minutes à grelotter dans le froid avec un enfant malade et les mains vides. « Ça va aller, mon trésor », murmura-t-elle dans les cheveux bouclés de Chloé. « On va trouver une solution. On en trouve toujours. » Chloé gémit, son petit corps brûlant de fièvre contre la poitrine de Manon. Manon ferma les yeux, retenant les larmes. Elle avait juste assez pour le loyer ce mois-ci. Un dispensaire gratuit ouvrait lundi matin. Si seulement Chloé pouvait tenir jusqu'à la fin du week-end. Pendant ce temps, Nicolas avait fini de charger ses courses dans sa Mercedes noire. Léa était attachée dans son siège auto. Il s'apprêtait à quitter le parking quand il sentit sa poche et réalisa qu'il manquait quelque chose. Son portefeuille. Il avait dû l'oublier à la caisse. « Attends une seconde, ma puce, papa a oublié quelque chose. » Il retourna dans le magasin, récupérant son portefeuille des mains de la caissière patiente. En sortant, il vit que la jeune femme de la file d'attente était toujours à l'arrêt de bus. Le vent s'était levé et elle luttait pour protéger sa fille du froid mordant. Nicolas hésita. Son instinct lui disait d'essayer d'aider à nouveau, mais il se souvenait de la façon dont sa première tentative avait été reçue. Pourtant, la voir se débattre seule dans l'obscurité grandissante lui serrait le cœur. Il s'approcha lentement, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Le bus est en retard ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Manon le regarda, le reconnaissant instantanément. Son expression se ferma en un masque de politesse distante. « Oui, il ne devrait plus tarder. Je peux vous déposer. » Sans aucune obligation. Elle secoua la tête, un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Merci, mais nous allons attendre. »« J'apprécie. » Nicolas hocha la tête, acceptant cette fois sa limite. « D'accord. Passez une bonne soirée. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Si ça peut vous aider, je pense que vous faites un travail formidable. Être parent est déjà assez difficile sans que des étrangers s'en mêlent. » L'expression de Manon s'adoucit une fraction de seconde. « Merci d'avoir dit ça. » Il retourna à sa voiture,
où Léa observait la femme et l'enfant à l'arrêt de bus. En quittant le parking, la question de sa fille résonna dans sa tête. Pourquoi elle n'a pas voulu que tu l'aides? La vérité, c'est qu'il avait essayé, mais peut-être que l'aide n'a de sens que si c'est une aide que quelqu'un peut réellement accepter. Le trajet jusqu'à sa belle maison de campagne près de la Loire dura 20 minutes. Il porta Léa à l'intérieur et la confia à Marina, leur gouvernante. Mais tout en suivant sa routine du soir, son esprit retournait au supermarché, aux mains tremblantes et à la fierté féroce de cette femme, et à la toux de sa fille, qui lui semblait si étrangement familière. Une fois Léa endormie, Nicolas se tenait dans son bureau, regardant les lumières de la ville. Une photo de sa défunte femme était posée sur le bureau. Son sourire figé dans le temps, avant que la maladie ne ravage son corps. Il avait tout l'argent du monde, mais cela n'avait pas suffi. Elle était partie, le laissant seul avec Léa. À quoi bon la richesse si elle ne pouvait pas mettre fin à la souffrance? Mais la jeune femme du magasin avait clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de son argent. Elle voulait ce qu'il ne pouvait pas offrir, le respect sans pitié, la reconnaissance sans charité. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un appartement modeste dans un HLM à la peinture écaillée, Manon rentrait enfin chez elle. Le bus était finalement arrivé. À l'intérieur, elle mélangea les dernières cuillerées de lait en poudre avec de l'eau. Chloé but avidement, son petit corps toujours chaud de fièvre. Manon la serra contre elle, la berçant dans le vieux fauteuil. Au-dessus d'eux, l'eau d'une fuite tombait goutte à goutte dans un seau en plastique. « Juste une nuit de plus, mon amour », murmura Manon. « Tiens bon encore une nuit, et maman trouvera une solution, je te le promets. » Elle berça Chloé jusqu'à ce que sa respiration devienne régulière. Elle pensa à l'homme du supermarché. Les gens comme lui ne comprendraient jamais. Compter chaque centime, choisir entre les médicaments et le loyer, porter l'armure de la fierté parce que c'est la seule chose que la pauvreté ne peut pas vous prendre. Elle ne lui en voulait pas d'avoir essayé d'aider. Elle aurait juste souhaité qu'il puisse comprendre pourquoi elle avait dû refuser. Alors que la nuit tombait, Manon serra Chloé plus fort et fit ce qu'elle faisait chaque nuit depuis que son mari, Théo, était mort au combat, avant même la naissance de leur fille. Elle survivait. Un instant à la fois. C'était tout ce qu'elle savait faire. 3 jours passèrent avant que leurs chemins ne se croisent à nouveau. Manon avait réussi à faire tenir Chloé pendant le week-end. Le lundi arriva, et Manon se rendit à l'école maternelle. Elle y travaillait comme agent d'entretien depuis 8 mois. Le travail n'était pas glamour, mais il offrait un avantage inestimable, une place gratuite pour Chloé. La directrice, Monique Bernard, avait enfreint les règles pour cela, voyant en Manon quelque chose qui lui rappelait les propres difficultés de sa fille en tant que mère célibataire. Manon nettoyait le couloir quand elle entendit des voix excitées. C'était le jour où une entreprise de technologie sponsorisait un programme spécial. Elle l'avait oublié. Son deuxième emploi, de nuit à la maison de retraite Les Charmes, signifiait qu'elle dormait souvent à peine 3 heures. Elle entendit une voix qui la figea. C'est une école formidable. Ma fille, Léa, a besoin de se faire des amis. Nicolas Lefebvre se tenait à la porte du bureau de la directrice, serrant la main de Monique Bernard. Il avait l'air de l'homme d'affaires accompli, un sourire chaleureux et authentique sur le visage. Léa sautillait à côté de lui, les yeux déjà rivés sur l'air de jeu. Monique Bernard rayonnait. Nous sommes incroyablement reconnaissants pour le parrainage de votre entreprise, monsieur Lefebvre. Manon tenta de s'éclipser, mais la voix de Léa retentit. Papa, regarde, c'est la dame du magasin. Nicolas se tourna, son regard trouvant immédiatement Manon. Un éclair de reconnaissance traversa son visage. Manon sentit ses joues brûler. Bonjour, dit Nicolas, sa voix prudente. Bonjour, répondit Manon, détournant rapidement le regard. Elle sentit le regard curieux de Monique Bernard. On s'est déjà croisés, expliqua doucement Nicolas. Léa avait déjà perdu tout intérêt pour les adultes, ayant repéré Chloé qui jouait avec des cubes. Elle se précipita vers elle. Salut, je m'appelle Léa. Et toi? Chloé leva les yeux timidement. Chloé. Tu veux jouer avec moi? Léa tendit son lapin. Bientôt, les deux petites filles riaient ensemble, construisant une tour bancale. Manon regardait depuis le couloir, le cœur à la fois plein et brisé. Voir Chloé rire comme ça était un cadeau.
Manon, vous pouvez faire une pause, appela Monique Bernard. Manon alla dans la petite salle de repos du personnel. Elle venait de se verser un café quand Nicolas apparut à la porte. « Je ne veux pas vous déranger, dit-il doucement. Je voulais juste m'excuser pour l'autre jour au magasin. Je n'ai pas voulu vous mettre dans l'embarras. » Manon but une gorgée de café. « Il n'y a pas à s'excuser. Vous avez été gentil. C'est juste que je ne pouvais pas accepter. »« Je comprends, dit-il. Puis il ajouta, pour ce que ça vaut, les gens qui ont dit ces choses avaient tort. Complètement tort. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit que Manon le regarda vraiment. Dans ses yeux, il n'y avait que du regret sincère, pas de pitié. La différence était immense. On apprend à ne plus les entendre, dit-elle avec un haussement d'épaule. Elle fit un signe de tête vers la salle de jeu. Mais j'apprécie ce que votre entreprise fait ici. Les enfants en ont besoin. Nicolas suivit son regard, observant Léa et Chloé jouer. Elles se sont bien trouvées. Chloé n'est généralement pas si facile avec les inconnus. Votre fille doit avoir un don spécial. Léa a toujours été comme ça, un cœur ouvert. Ils restèrent silencieux un moment, puis Manon remarqua le bandage à son poignet et baissa sa manche. Mais Nicolas l'avait vu. Vous vous êtes blessé? Ce n'est rien, une brûlure au travail. Un autre travail. Elle hésita. Je suis aide-soignante de nuit dans une maison de retraite. Le front de Nicolas se plissa. Vous travaillez ici le jour et là-bas la nuit? Je fais ce qu'il faut faire. Son ton indiquait que le sujet était clos. Son téléphone sonna, et son visage s'assombrit instantanément. Excusez-moi une seconde. Il s'éloigna, sa voix un murmure furieux. Comment ça, les fonds ont disparu? Manon n'entendit pas le reste, mais elle vit sa mâchoire se contracter. Quelques minutes plus tard, il revint, son calme professionnel rétabli mais la tension palpable. Un problème? Demanda Manon. Un de mes directeurs a apparemment décidé que les caisses de l'entreprise étaient sa tirelire personnelle. Les fonds destinés à des programmes comme celui-ci. Il désigna l'école maternelle avec frustration. Je dois régler ça. Mais je voulais dire, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Manon faillit sourire. Comme si elle n'avait pas déjà refusé son aide. Mais son angoisse visible concernant les fonds de charité volée la fit reconsidérer sa première impression. En fait, dit-elle lentement, il y a une chose. La balançoire dans la cour. Elle est cassée depuis des mois. Les enfants la réclament. Si votre entreprise pouvait la réparer. Nicolas sembla surpris qu'elle demande quelque chose, même si ce n'était pas pour elle. Considérez que c'est fait. J'enverrai quelqu'un cette semaine. Il hocha la tête et alla chercher Léa, qui protesta bruyamment à l'idée de quitter sa nouvelle amie. Les deux filles se dirent au revoir de manière dramatique, faisant sourire leurs parents malgré tout. Le reste de la semaine s'écoula. Le vendredi, à la surprise de Manon, la Mercedes de Nicolas se gara devant l'école maternelle. Mais il n'était pas là pour déposer Léa. Il était en jean et t-shirt, une caisse à outils à la main, et se dirigea directement vers la cour de récréation. Monique Bernard semblait aussi perplexe que Manon. Nicolas passa les 3 heures suivantes à réparer la balançoire. Il n'a pas envoyé une équipe. Il l'a fait lui-même. Lorsque les enfants furent autorisés à sortir, leurs cris de joie furent la récompense de ses efforts. Manon se retrouva à sortir, s'approchant de lui alors qu'il rangeait ses outils. Vous n'étiez pas obligé de faire ça vous-même. Il leva les yeux, essuyant son front. Je sais. Mais je voulais le faire. Parfois, il est plus important de faire les choses soi-même. Eh bien, merci. Les enfants sont ravis. C'est tout ce qui compte. Comment va Chloé? Elle avait l'air un peu fatiguée en début de semaine. Elle se bat. On a un rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine. Nicolas hocha la tête, retenant visiblement les questions qu'il voulait poser. Elle apprécia sa retenue. Comme attirée par leur conversation, Chloé accourut, ses petites mains s'enroulant autour de la jambe de Manon. « Maman, je me balance très haut. Je vois le ciel. Je vois que tu voles, mon amour. » Nicolas sourit à Chloé. « Tu es très courageuse.
Chloé cacha timidement son visage contre la jambe de sa mère. Le moment semblait étrangement normal, comme s'ils n'étaient que deux parents regardant leurs enfants jouer. Lorsque Nicolas partit, Manon retourna à son travail, mais l'épuisement la rattrapait. En faisant le dernier nettoyage, elle sentit le monde basculer. Ses genoux se dérobèrent et elle s'agrippa au bord d'une table. Des étoiles explosèrent derrière ses yeux. Manon. La voix de Monique Bernard semblait lointaine. Ça va? Ça va, mentit Manon. Je me suis juste levé trop vite. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Manon essaya de se souvenir. La veille au matin, peut-être. Le temps était devenu un brouillard de travail et d'inquiétude. Monique Bernard l'obligea à s'asseoir. Vous restez ici pendant que je vous prends du jus de fruits et des biscuits. Manon s'assit, détestant se sentir si faible. Cette nuit-là, après son service à la maison de retraite, Manon rentra chez elle à l'aube. Elle s'effondra sur son matelas, trop épuisée pour même enlever ses chaussures. Le sommeil la prit instantanément, hantée par des rêves de supermarché et de la toux incessante de Chloé. De l'autre côté de la ville, Nicolas était assis dans son bureau, incapable de dormir. Il pensait à Manon, à sa fierté féroce et à son épuisement évident. Monique Bernard lui avait mentionné son malaise. Sur une impulsion, il ouvrit son ordinateur portable et tapa « Manon Dubois » dans la barre de recherche. Ce qu'il trouva lui glaça le sang. Une page de collecte de fonds, créée 8 mois plus tôt. Aidons la petite Chloé Dubois, disait le titre au-dessus d'une photo de Manon tenant une Chloé beaucoup plus jeune dans un lit d'hôpital. Le texte expliquait que Chloé était atteinte d'une maladie génétique rare, nécessitant un traitement coûteux et, à terme, une opération spécialisée. L'objectif était de 50 000 €. Ils avaient récolté 850 €. Nicolas fixa l'écran, sa poitrine se serrant. La toux, la fièvre, la façon dont Manon travaillait jusqu'à l'épuisement, tout prenait un sens terrible. Elle n'était pas seulement pauvre. Elle essayait de sauver la vie de sa fille avec sa seule volonté et un salaire minimum. Il pensa à sa défunte femme, au même diagnostic qu'il avait emporté malgré tous les avantages que l'argent pouvait offrir. Il avait été impuissant. Mais ceci était différent. Chloé se battait encore, elle avait du temps, et Nicolas avait les ressources. Le problème était de savoir si Manon le laisserait faire. Son orgueil était à la fois admirable et exaspérant. Une muraille qu'il ne savait pas comment franchir sans l'insulter. Il fixa la page de collecte de fonds. Son doigt plana sur le bouton « Faire un don ». Puis il referma l'ordinateur portable, sachant que quoi qu'il décide, il devrait être prudent. Très prudent. La rencontre au supermarché avait été un hasard, celle à l'école maternelle une coïncidence. Mais ce qui allait suivre serait un choix. Et ces choix auraient des conséquences qu'aucun d'eux ne pouvait encore prévoir. 2 jours après avoir découvert la campagne de financement, Nicolas était assis en face de son conseiller juridique, Stéphane Morel. « Je veux l'aider, dit Nicolas. Les frais médicaux sont gérables. » Stéphane secoua la tête. « Nicolas, je comprends votre désir, mais des dons financiers non sollicités peuvent entraîner des complications juridiques. La charité peut se transformer en procès plus vite que vous ne le pensez. Alors que dois-je faire ? Rester là à regarder cet enfant souffrir ? Je dis d'être prudent, très prudent, et de tout documenter. » Pendant ce temps, le monde de Manon s'effondrait. Elle rentra de son service de nuit pour trouver une mise en demeure orange vif collée sur la porte de son appartement. Un avis d'expulsion sous 30 jours. Son propriétaire, Monsieur Pierre Martin, prétendait qu'elle était en retard de loyer, bien que Manon ait payé chaque mois à temps. Elle arracha la vie, tremblante, et entra. Sa voisine, Madame Jeanne, qui avait gardé Chloé, était assise sur le vieux canapé. « Bonjour, ma belle, dit chaleureusement Madame Jeanne. « Merci beaucoup, répondit Manon, la voix tendue, lui tendant les 20 € convenus. Après le départ de Madame Jeanne, Manon s'assit par terre, serrant Chloé dans ses bras. Comment pouvait-elle dire à une enfant de 2 ans qu'elle pourrait perdre leur maison? Cette nuit-là, Manon prit une décision qu'elle avait évitée. Elle ouvrit la page de collecte de fonds. 850 €. D'une main tremblante, elle tapa une mise à jour. L'état de Chloé progresse. Nous avons besoin d'un traitement bientôt. Tout est apprécié. Que Dieu vous bénisse.
Elle publia avant de pouvoir se raviser, se sentant immédiatement malade de honte. 3 jours plus tard, Nicolas passa à l'action. Il ferait un don anonyme via une société écran. Pas de lien avec lui, aucun moyen pour elle de refuser. Utilisant un compte secondaire de l'entreprise, il transféra 45 000 € à la collecte de fonds, la rapprochant de l'objectif. Manon était au travail quand son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Elle le sortit et son cœur s'arrêta presque. La page affichait un don massif d'une organisation appelée « Fonds de bienfaisance Le Ruisseau Clair », 45 000 €. Cela ne pouvait pas être réel. Une erreur, ou pire, une arnaque. Elle appela en panique la plateforme de financement. « Nous enquêtons, madame », dit le représentant. Les dons anonymes importants peuvent parfois être frauduleux. Nous avons temporairement gelé votre compte jusqu'à ce que nous puissions vérifier la source. Gelé ? Mais ma fille a besoin de ce traitement. C'est pour votre protection, madame. Manon raccrocha, la tête en ébullition. Qui ferait ça? La fondation était introuvable en ligne. C'est là que la vérité commença à s'insinuer. Froide et terrible. Ce n'était pas un acte de charité aléatoire. C'était délibéré. Elle pensa à Nicolas Lefebvre. Ça devait être lui. Qui d'autre connaissait l'existence de la collecte de fonds? Qui d'autre serait assez naïf pour penser qu'un énorme don anonyme ne lèverait aucun soupçon? En 1 heure, Manon avait retracé le don grâce à une connaissance dans une banque. La piste menait à Lefebvre Technologies. La rage remplaça la peur. Elle quitta son travail plus tôt et prit le bus jusqu'à la tour étincelante où se trouvait l'entreprise de Nicolas. Elle passa devant la sécurité, sa fureur la propulsant. Je dois voir Nicolas Lefebvre. Maintenant. Avez-vous un rendez-vous? Dites-lui que Manon Dubois est là. Croyez-moi, il me recevra. Quelques minutes plus tard, elle était escortée jusqu'à son bureau. Nicolas se leva en la voyant entrer, son expression passant de la surprise à l'inquiétude. Comment avez-vous pu m'humilier comme ça? Sa voix tremblait de rage. Savez-vous ce que vous avez fait? J'essayais d'aider. En me faisant passer pour une fraudeuse? La plateforme a tout gelé. Ma fille a besoin de ce traitement, et maintenant je n'ai accès à rien parce que vous avez décidé de jouer à Dieu. Le visage de Nicolas pâlit. Ils ont gelé le compte? Je ne savais pas que ça arriverait. Bien sûr que non. Vous pensez que l'argent résout tout. Certains d'entre nous veulent plus que votre pitié. Nous voulons du respect. Je vous respecte. C'est pourquoi j'ai essayé de le faire anonymement. Pour que je ne me sente pas redevable? Humilié? Comme un projet de charité? Des larmes brûlaient les yeux de Manon. Vous m'avez vu à mon plus bas et avez décidé que j'avais besoin d'être sauvé. Je n'ai pas besoin d'un sauveur. Nicolas resta silencieux, encaissant sa fureur. Quelque chose dans son immobilité fit hésiter Manon. Elle vit une douleur traverser son visage, une douleur qui n'avait rien à voir avec sa colère. Ma femme avait la même maladie, dit-il doucement. Le même trouble génétique rare que Chloé. Elle est morte il y a 3 ans. J'avais tout l'argent du monde, mais ça n'a pas suffi. Je n'ai pas pu la sauver. Sa voix se brisa. Quand j'ai vu Chloé, quand j'ai entendu cette toux, j'ai su. Et j'ai pensé, peut-être, juste peut-être, que je pourrais faire pour votre fille ce que je n'ai pas pu faire pour ma femme. L'air entrechangea. La colère de Manon ne disparut pas, mais se transforma en quelque chose de plus complexe. Je suis désolé pour votre femme. Mais ça ne vous donne pas le droit de prendre des décisions sur ma vie. Vous avez absolument raison. J'ai dépassé les bornes. J'aurais dû vous demander. Il contourna son bureau. Laissez-moi arranger ça. J'appellerai la plateforme, je débloquerai les fonds. Et après? Je suis censé prendre votre argent et être reconnaissante? On le fera correctement. Officiellement. Pas comme une charité, mais comme un prêt, si vous préférez. Nous rédigerons les papiers. Vous rembourserez selon des termes raisonnables. Mais tout sera transparent, documenté, selon vos conditions. Manon chercha sur son visage un signe de condescendance. Elle ne vit que de la sincérité et du regret. Ses épaules s'affaissèrent.
Pourquoi est-ce si important pour vous? Vous ne nous connaissez même pas. Parce que j'ai été à votre place. Des circonstances différentes, mais la même impuissance. Si je peux empêcher que cela arrive à quelqu'un d'autre, alors peut-être que la mort de ma femme aura un sens. Le bureau était silencieux. Manon ferma les yeux. D'accord, murmura-t-elle enfin. Les papiers. Rendez ça légal. Un prêt. Mais je veux tout par écrit. Nicolas hocha la tête, le soulagement visible. Bien sûr. Et encore une chose. Arrêtez d'essayer de me sauver. Si vous voulez aider, traitez-moi comme une partenaire, pas comme une victime. D'accord. Il tendit la main. Après une hésitation, Manon la serra. Elle quitta son bureau en se sentant vidée, mais aussi étrangement soulagée. Le lendemain matin, Manon emmena Chloé à l'hôpital pour enfants pour la consultation spécialisée qui était enfin à leur portée. Le soleil brillait sur ses vieilles chaussures. Mais sa tête était haute, et sa fille allait recevoir l'aide dont elle avait besoin. Nicolas observait depuis sa voiture sur le parking, s'assurant qu'elles arrivaient en toute sécurité. Il ne s'approcha pas. Elle avait fixé les limites, et il les respecterait. 6 semaines passèrent. La transformation de Chloé était stupéfiante. Le traitement fonctionnait. Sa toux diminua, son énergie revint. Les experts étaient prudemment optimistes. Nicolas venait parfois à l'hôpital, prétextant des affaires. En réalité, il venait voir les progrès de Chloé. Léa s'était attachée à la petite, l'appelant « ma petite sœur ». Les deux filles étaient inséparables à l'école maternelle. Manon se surprit à s'adoucir envers Nicolas. Il tenait sa promesse. Le prêt était en règle, les termes généreux mais pas condescendants. Lentement, une sorte d'amitié commença à se former. Mais le monde n'allait pas les laisser en paix. Tout commença par une photo. L'équipe de relations publiques de Nicolas surveillait ses apparitions. Quand Clara Roux, une jeune assistante, vit son patron quitter l'hôpital pour enfants avec une femme qui n'était ni médecin ni infirmière, elle pensa à un scoop. Elle prit une photo, Nicolas et Manon près de sa voiture, en pleine conversation. Il lui touchait l'épaule, un geste de réconfort. Clara envoya la photo à son petit ami, qui travaillait pour un tabloïd. Ton patron sort avec une nouvelle femme. L'article parut 3 jours plus tard, l'amour secret du millionnaire de la tech. En 24 heures, quelqu'un identifia Manon. À la fin de la semaine, son nom était public, ainsi que le fait qu'elle était une mère célibataire travaillant comme agent d'entretien. La deuxième vague de titres fut pire, la dépeignant soit comme une croqueuse de diamants, soit comme une victime. Manon l'apprit quand les parents à l'école maternelle commencèrent à chuchoter. Puis Monique Bernard la convoqua dans son bureau. « Manon, je dois vous parler. » Le cœur de Manon se serra. Des photos, des articles circulent sur vous et Monsieur Lefebvre. Le conseil d'administration s'inquiète. Il pense que votre présence ici, au milieu d'un scandale, pourrait nuire à la réputation du centre. Un scandale? Il n'y a pas de scandale. Il m'aide avec les frais médicaux de ma fille. C'est tout. Je vous crois, ma chère, mais la perception est importante pour le conseil. Je suis désolé, mais ils ont décidé de mettre fin à votre contrat, avec effet immédiat. Vous me renvoyez? Je n'ai rien fait de mal. Je sais. Je me suis battu pour vous. Je peux vous donner 2 semaines de salaire, mais... Et Chloé? Elle a besoin d'une garde. Je suis tellement désolé. Manon quitta le bureau, hébétée, et retourna à son appartement où son propriétaire, Monsieur Martin, l'attendait. Le loyer du mois prochain sera doublé, annonça-t-il. Avec tout ce bruit, les paparazzis pourraient commencer à traîner. Je dois protéger mes autres locataires. Vous ne pouvez pas doubler mon loyer. Vérifiez votre bail. Il est mensuel. Acceptez ou partez. Manon ravala sa rage et hocha la tête. Une fois à l'intérieur, elle laissa enfin les larmes couler. Tout s'effondrait. Nicolas apprit la nouvelle par son assistante. Sa première réaction fut la fureur. La seconde, l'inquiétude pour Manon. Il l'appela, mais elle ne répondit pas. Manon, je viens de voir les articles. Je suis tellement désolé.
C'est de ma faute. S'il te plaît, rappelle-moi. On va arranger ça. Mais comment réparer une réputation? Nicolas lança une enquête. La fuite fut rapidement attribuée à Clara Roux. Elle fut licenciée sur le champ. Les avocats de Nicolas préparèrent des poursuites en diffamation. Puis les choses empirèrent. 3 jours après son licenciement, 2 femmes se présentèrent à la porte de Manon. « Madame Dubois, je suis Valérie Dubois des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre situation. » Son sang se glaça. Quel signalement? Une dénonciation anonyme faisant état d'un logement instable, d'un risque de négligence et de relations financières douteuses. Elles entrèrent, inspectèrent l'appartement, notant la fuite au plafond. Elles posèrent des questions inquisitrices. Après une heure qui parut une éternité, elles partirent, laissant derrière elles des avertissements et la menace d'un suivi. Elles n'emmenèrent pas Chloé, mais la menace planait. Quelqu'un essayait activement de détruire sa vie. Cette nuit-là, Nicolas reçut une lettre anonyme. Courte et vicieuse. Arrête de te mêler de ça, ou la gamine finira dans le système. C'est ton choix. La fureur monta en lui. Ce n'était pas une cruauté aléatoire. C'était orchestré. Quelqu'un visait délibérément Manon. Un nom lui vint à l'esprit. Isabelle Leclerc. Son ex-fiancée. Celle qui n'avait jamais accepté leur rupture. Elle avait les relations, la rancune et les ressources. Malgré l'avis de ses avocats, Nicolas décida de rendre l'affaire publique. Il organisa une conférence de presse. « Je suis ici pour clarifier les spéculations », commença-t-il. La vérité est simple. La fille de Madame Dubois souffre d'une maladie rare. À travers ma fondation, j'ai mis en place un financement médical pour couvrir les frais. Notre relation est purement professionnelle et philanthropique. Rien de plus. Il expliqua la structure du prêt, montra les documents. Les médias changèrent leur fusil d'épaule. Au lieu d'un scandale, ils en firent une tragédie. Une pauvre mère célibataire, un riche sauveur. Les dons affluèrent sur la page de Chloé. Mais Manon regardait tout ça avec une amertume grandissante. « Je n'ai pas besoin de leur pitié, » dit-elle à Nicolas au téléphone. « J'ai besoin de leur respect. » Je sais. J'essayais d'aider. Je sais. Mais parfois, aider ne fait qu'empirer les choses. Cette nuit-là, le téléphone de Manon vibra. Un numéro inconnu. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Reste loin de lui, ou tu perdras tout ce qui compte. À travers la fenêtre, elle vit une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Ses phares clignotèrent une fois. Quelqu'un l'observait. Manon attrapa Chloé, la serrant fort. Qui que ce soit, ce n'était pas seulement un tabloïd. C'était quelqu'un qui voulait lui faire du mal. Manon fixa le message menaçant. Sa main tremblait alors qu'elle regardait la voiture noire. La peur lui noua la gorge. Elle supprima le message, comme si cela pouvait effacer la réalité. Mais la voiture était toujours là. Cette nuit-là, Manon dormit à peine, sursautant à chaque bruit. La voiture noire réapparut 2 nuits plus tard. Alors qu'elle approchait de son immeuble, les phares clignotèrent une fois. Un signal délibéré. Puis la voiture s'éloigna lentement. La terreur la saisit. Ce que Manon ignorait, c'est que l'équipe de sécurité de Nicolas avait remarqué la surveillance. Olivier Moreau, le chef de la sécurité, avait suivi les menaces. « Nicolas, nous avons une situation », rapporta Olivier. Quelqu'un traque activement Madame Dubois. Un travail de pro. La mâchoire de Nicolas se serra. Identifiez-les. Nous y travaillons. Le niveau d'activité est coûteux. Quelqu'un avec des ressources est derrière tout ça. Isabelle, dit Nicolas, le nom un poison sur ses lèvres. Doublez la sécurité autour de l'appartement de Manon. Je veux un homme sur place 24h24 et 7j7. Et je veux tout savoir sur cette voiture. Le lendemain, Isabelle se présenta au bureau de Nicolas sans être annoncée. « Nicolas, mon cher, dit-elle en s'asseyant. J'ai entendu parler de ta petite œuvre de charité. Les médias sont si méchants. » Le visage de Nicolas resta de glace. « Que veux-tu, Isabelle ?
Juste m'assurer que tu gères ça correctement. Ton implication avec cette femme pourrait nuire à la réputation de l'entreprise. Mon implication est une affaire de philanthropie légitime. Ça ne te concerne pas. Le sourire d'Isabelle était glacial. Tout ce qui te concerne me concerne, Nicolas. Fais attention. Des femmes comme elles savent comment profiter des hommes comme toi. Elles ne voient que l'argent. Sors, Isabelle. Je tente juste de te protéger d'une terrible erreur. Cette femme et son enfant malade sont des ancres qui te tireront vers le fond. Nicolas se leva, sa voix mortellement calme. J'ai dit, sors. Maintenant. Avant que j'appelle la sécurité. Le masque d'Isabelle glissa, révélant le venin en dessous. Tu regretteras de l'avoir choisi à ma place. Puis elle partit. Nicolas appela immédiatement Olivier. Isabelle était là. Je dois savoir ce qu'elle prépare. Utiliser toutes les ressources nécessaires. Le soir même, Isabelle Leclerc reçut une notification de multiples poursuites judiciaires, diffamation, harcèlement, et complot en vue de commettre une fraude par de fausses dénonciations au service de protection de l'enfance. Mais les procès prenaient du temps. Manon s'était presque complètement retirée, refusant de répondre aux appels. À l'école maternelle, Léa sentit l'absence de Chloé. Où est Chloé? Demandait-elle chaque matin. Pourquoi elle ne vient plus jouer? Elle est un peu malade, ma chérie. Elle reviendra bientôt. Mais elle me manque. C'est ma petite sœur. Ces mots donnèrent une idée à Nicolas. Léa, tu veux faire un dessin pour Chloé? Pour lui remonter le moral? Le visage de Léa s'illumina. Oui. Je vais nous dessiner ensemble. Cet après-midi-là, Léa termina son chef-d'œuvre, un dessin au crayon de deux familles se tenant la main. D'un côté, des bonshommes allumettes avec les mots « papa » et « moi ». De l'autre, Chloé et « maman de Chloé ». Au-dessus, elle avait écrit « On est pareil. Je t'aime ». Nicolas regarda le dessin, ému. Les enfants voyaient le monde si simplement. C'est magnifique, ma puce. On devrait l'envoyer à Chloé. Ils rédigèrent un court message. Chère Chloé, tu me manques. Tu es ma petite sœur pour toujours. Gros bisous, Léa. 3 jours plus tard, Manon tenait la lettre et le dessin. Chloé était aux anges, le montrant à tout le monde. En voyant la joie de sa fille, Manon sentit quelque chose se fissurer en elle. Ces gens n'étaient pas ses ennemis. Ils se souciaient vraiment d'elle. Elle prit son téléphone et rappela Nicolas pour la première fois en 2 semaines. Manon, répondit-il, soulagé. Tu vas bien? Non, admit-elle. Mais j'ai reçu le dessin de Léa. Merci. C'était son idée. Chloé lui manque terriblement. Elle lui manque aussi. Nicolas, j'ai besoin de te dire quelque chose. Chloé a besoin d'une opération. Urgemment. C'est 75 000 €. J'ai essayé de me débrouiller seul. J'ai tout essayé. Sa voix se brisa. J'ai vendu ma bague de fiançailles. Ce n'est même pas proche. Un silence, puis Nicolas parla, sa voix douce. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? Parce que je suis fatigué d'avoir besoin d'aide. Je suis fatigué de ne pas pouvoir m'en sortir seul. Avoir besoin d'aide ne te rend pas faible, Manon. Ça te rend humaine. Alors, en tant que partenaire de prêt, ou cas de charité, ou peu importe, je te le demande officiellement. Aide-moi à sauver ma fille. Tu n'auras jamais à me le demander 2 fois pour la santé de Chloé. Considérez que c'est réglé. Je te rembourserai. Même si ça me prend toute ma vie. On verra les détails plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur la guérison de Chloé. Mais Nicolas avait de plus grands projets. Il pensait à des solutions durables. Ce soir-là, il convoqua une réunion d'urgence du conseil de sa fondation. Je veux proposer une nouvelle initiative. Un fonds spécifiquement conçu pour aider les parents célibataires à payer les soins médicaux essentiels de leurs enfants. Nous l'appellerons le fonds Chloé et Léa. Je vais personnellement y injecter 5 millions d'euros pour commencer. Et je veux que Manon Dubois soit la coordinatrice de la sensibilisation communautaire.
Elle comprend ces luttes d'une manière que personne d'entre nous ne peut comprendre. Un membre du conseil toussa. Compte tenu de la presse récente, est-ce prudent de l'embaucher? C'est précisément pour cela que c'est prudent. Nous la traitons comme la professionnelle qualifiée et expérimentée qu'elle est. La proposition fut approuvée à l'unanimité. Le lendemain matin, Nicolas se rendit à l'école maternelle. Je souhaite faire un don substantiel à ce centre. À une condition, que vous réembauchiez Manon Dubois. Elle a été injustement licenciée. Réparez son honneur et rendez-lui son travail. Les membres du conseil étaient mal à l'aise. C'est la bonne chose à faire, et vous le savez. 2 jours plus tard, Monique Bernard appela Manon pour s'excuser et lui offrir le poste de coordinatrice, non plus d'agent d'entretien. Le poste venait avec un meilleur salaire, des horaires normaux, et la garde continue de Chloé. Manon accepta, des larmes coulant sur ses joues. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit que tout irait bien. Nicolas organisa un gala de charité télévisé pour lancer le fonds et y invita Manon. Elle hésita, encore meurtrie par l'attention médiatique. « Fais-moi confiance », lui assura-t-il. Cette fois, le récit sera différent. Tu ne seras ni une victime, ni un scandale. Tu seras une partenaire. Le soir du gala, Manon se tenait en coulisses, vêtue d'une robe simple mais élégante. Ses mains tremblaient. Nicolas la rejoignit. « Tu es magnifique. Mais plus important encore, tu as l'air forte. » « Je ne me sens pas forte. J'ai peur. » « C'est normal. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est de faire ce qui est juste malgré la peur. » Il lui tendit la main. « Prête ?» Ils montèrent sur scène ensemble. La foule se tut. « Merci d'être venu ce soir », commença Nicolas. « Nous sommes ici pour lancer quelque chose d'important. Mais avant, je veux vous parler de la femme qui l'a inspiré. » Il se tourna vers Manon. « Voici Manon Dubois. Il y a quelques mois, je l'ai rencontrée dans un supermarché où elle n'avait pas assez d'argent pour le lait de sa fille. J'ai essayé d'aider, mais elle a refusé. Elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas de la charité. Elle voulait du respect. Toute la salle était suspendue à ses lèvres. J'ai bâti ma carrière sur des chiffres. Mais Manon m'a rappelé que la vraie richesse ne se mesure pas en solde bancaire. Elle se mesure au courage de se battre pour ce qu'on aime. » Il se tourna vers elle. « Manon, tu m'as montré ce qu'est la vraie force, et je suis fier de t'appeler non seulement une bénéficiaire, mais une amie et une partenaire. » Les applaudissements éclatèrent. Manon sentit le poids de la honte se lever, remplacé par une sorte d'acceptation. Elle s'approcha du micro. Elle n'avait pas prévu de parler. « Merci, dit-elle simplement. Merci de m'avoir vu. C'est tout ce que nous voulons vraiment. Être vus comme des êtres humains, pas comme des problèmes. » Le discours devint viral. Les réseaux sociaux s'enflammèrent avec le hashtag Respect pour Manon. Les dons affluèrent. En coulisses, l'équipe juridique de Nicolas travaillait sur Isabelle. Ils découvrirent qu'elle avait détourné des fonds caritatifs pendant des années, y compris de l'hôpital où Chloé était soignée. Les preuves étaient accablantes. Une semaine après le gala, Nicolas organisa une rencontre avec Isabelle. « L'argent que tu as volé, » dit-il en lui tendant les dossiers. Il était censé aller à des traitements à l'hôpital de Chloé. Tu aurais pu aider à sauver des vies. Au lieu de cela, tu as choisi la cupidité et la vengeance. Son visage devint cendre. Rends l'argent. Avoue tes crimes. Fais face aux conséquences. Sinon, je m'assurerai que tout le monde sache exactement ce que tu as fait. Elle le foudroya du regard. Je t'aimais. Non. Tu aimais ce que je représentais. 2 jours plus tard, Isabelle Leclerc fut arrêtée. La nouvelle fit les gros titres. Dans la salle d'attente de l'hôpital, où Chloé se remettait de son opération réussie, Manon regarda les informations. Pour la première fois, elle vit Nicolas non pas comme un homme riche s'immisçant dans sa vie, mais comme quelqu'un qui se battait pour la justice. Il utilisait ses ressources non pas pour la contrôler, mais pour la protéger. L'opération s'était déroulée mieux que prévu. Chloé se rétablissait remarquablement bien. Assise là, Manon réalisa quelque chose de fondamental. Accepter de l'aide ne l'avait pas affaiblie. Elle envoya un texto à Nicolas.
Merci pour tout. D'avoir vu qui j'étais, de t'être battu quand je ne le pouvais plus, de m'avoir rappelé que demander de l'aide est aussi une forme de force. Sa réponse fut rapide. Tu n'as jamais eu besoin d'un rappel. Tu as toujours été forte. Tu avais juste besoin de quelqu'un à tes côtés, pas de quelqu'un qui essaie de planer au-dessus de toi. Manon sourit, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. La bataille n'était pas terminée. Mais elle ne se battait plus seule. Le rétablissement de Chloé se poursuivit. Le fonds Chloé et Léa fut lancé, Manon faisant partie de l'équipe d'ensemble pour les familles, et Nicolas développant des programmes. Elle se découvrit un talent pour le plaidoyer. Un jour, en triant son courrier dans son nouvel appartement, un modeste 2 pièces que l'organisation l'avait aidé à trouver, elle tomba sur une enveloppe qui la fit s'arrêter. Elle était adressée à Nicolas Lefebvre, mais l'adresse de l'expéditeur était une unité militaire qu'elle reconnut instantanément. L'unité de son défunt mari, Théo. Confuse, elle vit que l'adresse était presque la sienne, une simple erreur de numéro. Elle aurait dû la lui transmettre. Mais la curiosité l'emporta. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre remerciait Nicolas pour son soutien continu au fond des familles de militaires tombés au combat, le nommant comme un bienfaiteur de longue date. En pièces jointes, une liste de bénéficiaires d'il y a 5 ans. Le souffle de Manon se coupa. Au milieu de la page, son propre nom, Manon Dubois, veuve du sergent Théo Dubois. Bénéficiaire de 5 000 € pour l'aide au logement et les frais médicaux pendant sa grossesse. Elle se souvint de cet argent. Il était arrivé anonymement via une association caritative militaire alors qu'elle était enceinte de 7 mois, pleurant la mort de Théo et craignant de se retrouver à la rue. Elle avait supposé que c'était une aide militaire standard. Mais ce n'était pas le gouvernement, c'était Nicolas. Ses mains tremblaient. Nicolas l'avait aidée des années avant même de la rencontrer. Elle l'appela immédiatement. « Nicolas, j'ai besoin de te voir. » Tout de suite. 30 minutes plus tard, ils étaient dans un bistrot près de l'hôpital, la lettre ouverte sur la table. L'expression de Nicolas passa de la confusion à la stupéfaction. « Je n'en avais aucune idée, dit-il doucement. Je fais des dons à ce fonds depuis des années, mais je ne vois jamais les noms des bénéficiaires. Ils gardent l'anonymat pour protéger les familles. Tu m'as aidé avant. Tu nous as maintenus à flot, Chloé et moi, quand j'étais enceinte et seule. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je ne le savais pas. Je donne à une douzaine d'organisations. C'est le destin, ou quelque chose que je ne peux même pas nommer. » Ils restèrent silencieux. « Il y a plus, dit Nicolas, sortant son téléphone. Il lui montra un article de recherche médicale. Tu te souviens du docteur Sophie Durand à l'hôpital? Elle a mentionné quelque chose sur l'état de Chloé. Le traitement expérimental qui a sauvé Chloé est basé sur des recherches financées grâce au cas de ma femme. Quand Nathalie était mourante, j'ai investi des millions dans la recherche sur sa maladie. Les essais ne l'ont pas sauvée, mais les données de ces essais ont directement mené au protocole que Chloé a reçu. Le monde de Manon bascula. La maladie de ta femme a ouvert la voie au traitement de Chloé? Oui. Sans ces recherches, les médecins n'auraient pas su comment aider Chloé. La mort de Nathalie a eu un sens. Elle a sauvé ta fille. Des larmes coulaient sur les joues de Manon. Comment tout cela peut-il être lié? Je ne sais pas. Mais c'est le cas. Nicolas prit sa main. C'était peut-être pour ça que nous nous sommes rencontrés ce jour-là au supermarché. Pas un accident. Une continuation. Le fonds Chloé et Léa fut officiellement lancé le mois suivant lors d'une cérémonie à l'hôpital même. Manon prit la parole, sa voix ferme. Il y a 1 an, je me tenais dans un supermarché, incapable de payer du lait pour ma fille. Je pensais que ce moment parlait de pauvreté, mais il parlait de quelque chose de plus profond, une société qui mesure la valeur en euros plutôt qu'en humanité. Ce fonds existe pour changer cela. La foule applaudit. J'ai aussi appris qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Après la cérémonie, Nicolas et Manon se tenaient côte à côte. J'ai quelque chose pour toi, dit Nicolas, sortant une petite boîte. Manon l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait sa bague de fiançailles, celle qu'elle avait vendue. Comment? J'ai demandé à quelqu'un de la retrouver et de la racheter. Elle t'appartient. Elle la glissa à son doigt, les larmes brouillant sa vue.
Tu n'avais pas à faire ça. Je sais. Mais certaines choses sont plus importantes que l'argent. Elle le serra dans ses bras. Merci. Pour m'avoir vu ce jour-là. Pour avoir transformé toute cette douleur en quelque chose de beau. Il la serra en retour. Merci à toi de m'avoir montré ce qu'est la vraie force. Alors que le soleil se couchait, Léa et Chloé couraient ensemble dans la cour de récréation, leur rire remplissant l'air. Ma petite sœur, cria Léa, prenant la main de Chloé. Manon et Nicolas les regardaient, deux parents qui avaient trouvé une amitié improbable au milieu de la crise. Ce n'était pas de l'amour, la vie est rarement aussi simple. Mais c'était peut-être quelque chose de plus durable. Une véritable camaraderie, un respect mutuel, un objectif commun. Des mois, puis une année passèrent. Le fonds aida plus de 500 familles. La voix de Manon devint une force nationale pour l'égalité en matière de santé. Un soir, Nicolas appela Manon. Il y a un gala le mois prochain. Une remise de prix pour les femmes inspirantes. Ils veulent t'honorer. Tu viendras? Elle hésita, mais accepta. Elle se retrouva de nouveau en coulisses, tremblante. Nicolas la présenta. Ce soir, nous honorons une femme qui m'a montré ce que j'avais oublié, que le courage ne vient pas de l'argent ou du pouvoir. Il vient du fait de se lever chaque jour pour se battre. Manon monta sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Il y a un an, j'aurais fui cette salle. Mais j'ai appris que l'appartenance n'est pas une question de richesse ou de statut. C'est une question d'humanité partagée. Après l'événement, une femme âgée s'approcha timidement de Manon. Elle avait l'air familière. C'était la caissière du petit casino. Madame Dubois, dit-elle doucement, le visage rouge de honte. Je voulais m'excuser depuis des mois. J'ai été si froide, si indifférente. Manon regarda le visage de la femme, voyant un regret sincère. Je me souviens, dit Manon. Mais je comprends aussi. Vous étiez fatigué, surmené. Tout le monde a des moments dont il n'est pas fier. Je suis tellement désolé de ne pas vous avoir vu, à ce moment-là. Ce n'est pas grave. Je vous pardonne sincèrement. Elles s'étreignirent. L'année suivante marqua l'inauguration de la première aile de l'hôpital pour enfants Chloé et Léa. Manon coupa le ruban, Chloé à ses côtés. Chloé, maintenant âgée de 4 ans et en pleine forme, regarda sa mère. Maman, pourquoi tout le monde applaudit? Parce que nous aidons d'autres enfants à aller mieux. Comme toi. C'est bien, maman. Tout le monde devrait aller mieux. Après les discours, Chloé courut vers Léa. Nicolas s'approcha, tendant un petit cadeau. Manon l'ouvrit, un dessin au crayon d'une boîte de lait avec un cœur à l'intérieur. En dessous, les mots « pour que tu n'oublies pas où on s'est rencontrés ». Manon rit à travers ses larmes. Elle s'en souvient? Léa lui a raconté l'histoire. C'est devenu une partie de leur mythologie. C'est ce que nous sommes, sourit Nicolas. Une famille. Peut-être pas au sens traditionnel, mais de la manière qui compte. Alors que le soleil se couchait, Nicolas raccompagna Manon et Chloé à leur voiture. Tu sais, dit-il doucement. Quand je t'ai rencontré au magasin, je pensais que je devais te sauver. Mais c'est toi qui m'as sauvé. On s'est sauvés mutuellement, répondit Manon. C'est ce que les gens font quand ils se voient vraiment. 5 ans plus tard, le petit casino fut rénové. Une petite plaque de bronze fut placée près de la caisse où tout avait commencé. En mémoire de là où la gentillesse a commencé. Le fonds Chloé et Léa. Le magasin s'associa au fonds pour créer un programme où les clients pouvaient payer anonymement les courses des autres. Un jour, une jeune mère se tenait à la caisse, réalisant qu'il lui manquait de l'argent pour le lait de son bébé. La caissière sourit. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà payé. Qui? Je dois les remercier. C'est ça la beauté de la chose. Vous ne le savez pas. Un jour, quand vous le pourrez, vous aiderez quelqu'un d'autre. La jeune mère partit, les larmes aux yeux, ignorant que ce moment faisait partie d'un héritage commencé par une autre mère désespérée, une autre boîte de lait, et 2 étrangers qui avaient reconnu leur humanité mutuelle. En fin de compte, il ne s'agissait pas du lait. Il ne s'est jamais agi du lait. Il s'agissait d'être vu, d'être valorisé, d'être humain. C'est ce qu'ils s'étaient offert l'un à l'autre ce jour-là.
La reconnaissance. Et de cette reconnaissance, tout le reste a fleuri. Quand quelqu'un vous tend la main dans votre moment le plus sombre, est-ce un acte de force de le refuser, ou juste une autre forme de souffrance? Si cette histoire a résonné en vous, aimez, abonnez-vous et activez les notifications. Partagez vos pensées dans les commentaires. Vos commentaires peuvent inspirer les autres.